Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. On va faire un petit point à 15 jours après le reconfinement, notamment dans le domaine du commerce de détail, le retail comme on dit. Bon, et puis Bruno Le Maire a pris des engagements sur BFM Business, pas très chiffrés, pas très précis, mais d'aller plus loin, en matière de loyer, en matière de stock d'invendus. Également aller peut-être plus loin sur une forme de flexibilité pour ouvrir un peu quand on veut, y compris le dimanche. Bref, voilà. On n'ira peut-être pas très loin, aller un peu plus loin. Sinon, dans l'actualité du jour, je retiens le plan de relance européen qui est quand même en bonne voie. Alors, ce ne seront que 2, 3, 4 milliards pour le plan français en 2021. Mais en termes de signal politique, ça compte malgré tout. On redira un mot de cette fameuse dette publique. Maintenant que l'État se finance autant par la dette que par l'impôt, on est vraiment face à deux écoles. Ceux qui disent non mais il faut y aller, il faut s'endetter, on n'a pas le choix. Et puis en plus c'est gratuit, voire presque ça rapporte de l'argent sur des maturités, disons allons-y. Et ceux qui disent... on ne sait pas trop où on va et ça pourrait bien mal finir. Et puis, on parle pas mal de ce risque de gilet jaunisation du pays ou de poujadisme. Alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette crainte qui est de plus en plus relayée par pas mal d'observateurs et d'experts? Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, associé de toutsurmesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Vous êtes également associé d'Erez Group. Sylvain Aurébi, bienvenue. Bonjour Nicolas. PDG, président d'Orientis, l'été Kousmi. Et avec nous en ligne, Maxime Sbailly. Bonjour Maxime. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes directeur général de Génération Libre. Vous nous direz les dernières idées qui sont ressorties de Génération Libre concernant les retraites, car vous m'avez fait part visiblement d'une nouvelle mouture. Il y avait eu des précédentes propositions de Génération Libre, je me souviens, il y a quelques semaines sur les retraites. Visiblement, vous avez remis le couvert, vous me raconterez ce qui est neuf. On en est où sur le terrain, monsieur Sylvain Aurébi, puisque c'est confinement 2 n'est pas le confinement 1. Confinement, il n'y avait personne nulle part. Le confinement 2, beaucoup de gens disent « Ah, on ne le voit pas, les gens circulent. » Donc, finalement... Ah oui. Ils ne sont pas dans les boutiques, en tout cas, je peux vous l'annoncer. Non, je confirme. Non, ils ne sont pas du tout dans les boutiques. Le confinement 2 est égal au confinement 1. Sauf qu'il tombe à une période où on fait énormément de chiffres, normalement. Et ce chiffre, on ne le fait pas. Donc c'est dramatique, évidemment. C'est une catastrophe. Même plus de monde dans les rues. Comment ? Plus de monde. Il n'y a pas du tout de monde dans les rues. En tout cas, ils ne sont pas dans les boutiques. Enfin, Nicolas, vous n'allez pas m'expliquer. Non, il n'y a personne dans les boutiques. Aujourd'hui, nous, on a le droit d'ouvrir les boutiques. Certaines boutiques, d'autres sont fermées dans les centres commerciaux qui sont fermés. Et celles qui ont le droit d'ouvrir, on les a ouvertes. Eh bien, on fait à peu près 15% du chiffre de l'année dernière. Ah oui. Voilà. Donc ça ne paye même pas le loyer, qu'on ne devrait pas payer. On y reviendra. Non, la situation est insupportable. Elle est intolérable aujourd'hui. Et vous n'avez aucune visibilité sur... on n'a aucune visibilité, mais je vous dis une chose, il va impérativement falloir rouvrir les commerces pour la semaine du Black Friday, c'est-à-dire la semaine du 23. C'est là, Oui, c'est là, c'est le 23, ça fera, ou le 25, le Black Friday lui-même c'est le 27, mais c'est la semaine qui compte, parce que dans cette semaine-là, les commerçants font un chiffre colossal. Alors avant, on avait que Noël, mais grâce aux Américains, on fête Thanksgiving maintenant, ce qui est intelligent, et donc la moitié des ventes de Noël se réalisent pendant le Black Friday. Si vous enlevez ces ventes de Noël aux commerçants, je peux vous dire que ça va claquer. C'est-à-dire que non seulement les boîtes vont faire faillite, vous allez vous retrouver avec du chômage de façon très importante, et vous allez vous retrouver avec une révolte des commerçants. Vous parlez de poujadisation, je vous l'annonce. Ce qui va se passer si les commerces sont fermés la semaine du Black Friday, c'est on va gueuler contre Amazon, contre les gros qui sont ouverts, et on va avoir une poujadisation. Ce coup-ci, ce ne sera pas des gilets jaunes, ce ne sera pas les classes inférieures, ce sera les classes moyennes supérieures qui vont se révolter. Ils vont sortir dans les rues, et ça, c'est la taxe carbone, le 80 km/h qu'il y avait eu il y a 2 ans avant les gilets jaunes, c'est ça l'étincelle. À 1 an et demi de la présidentielle, je vous l'annonce, ce sera un drame. Donc, il faut rouvrir. Aujourd'hui, on comprend très bien les impacts sanitaires, mais il n'y a pas eu un cluster dans un magasin. Il n'y a pas une preuve qu'un magasin ait causé le moindre dégât dans la crise sanitaire. Il faut rouvrir. C'est vital. Et politiquement, c'est absolument indispensable pour ce gouvernement. Donc j'insiste véritablement parce que on ne se rend pas compte. Le mois de novembre chez nous et chez tous les retailers, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires annuel. Un mois. Le mois de décembre, c'est à peu près 20%. Donc en 2 mois, si on n'arrive pas à rouvrir ces 2 mois, c'est 35%, plus les mois de mars-avril.
qui étaient fermés. Et vous vous rendez compte qu'on va se retrouver à pratiquement 45% de chiffres en moins. Mais c'est insupportable. Alors, on dit, ouais, c'est juste les petits magasins et tout. C'est pas les petits magasins, c'est pas les grands magasins, mais c'est tout l'écosystème. Oui, bien sûr. Parce qu'autour de ça, il y a évidemment les foncières, parce qu'autour de ça, il y a les fournisseurs, parce qu'il y a les sous-traitants. Enfin, on fait vivre beaucoup de monde. Et puis évidemment, tous ces salariés, ces centaines de milliers de salariés du commerce qui viennent s'ajouter aux salariés des restaurants et de l'hôtellerie. Bref, on est sur une poudrière. Et je vous le dis, la réouverture des commerces la semaine du 23 est indispensable. Sinon, je vous annonce, je n'y participerai pas, je ne la souhaite pas, mais je vous annonce un problème social majeur. Voilà. Cette date du 23 que vous évoquez, le message a été envoyé à l'exécutif ? Enfin, moi, je n'envoie pas de son... message. Alors, j'espère que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron nous écoutent. Je les salue et je leur dis, la semaine du 23 est majeure pour ce quinquennat. Ouais. C'est un point crucial, c'est un point dont il faudra se souvenir le jour venu. Jérôme Dedeyan, vous avez pour l'activité qu'on connaît depuis qu'on vous connaît sur l'épargne retraite, l'actionnariat salarié, qui sont des éléments très très éloignés de ce qu'on décrit, mais par contre vous avez cette activité de confiture en Bretagne, vous reconnaissez dans le portrait ? Alors, je vais en remettre une couche évidemment sur ce que vient de dire Sylvain. Il y a deux types de boîtes en France en ce moment. Il y a les boîtes qui survolent ça sans problème. Mes boîtes dans le secteur financier, il n'y a aucun problème. Les gens continuent à épargner, les encours augmentent, la collecte est là. Ma nouvelle activité de conseiller en gestion de patrimoine multicanal, on fait tout à distance. On signe les clients tous les jours. On a des prospects qui nous contactent tous les jours. Ça se passe en visio, en Teams, avec des clients de Toulouse, de Lille, de Charleville-Mézières. Il n'y a aucun problème. On survole ça. On aimerait bien se voir au bureau, mais on ne peut pas. Bon, on travaille à distance, ça marche très bien. Point d'équipe tous les matins, point d'équipe tous les soirs, et puis c'est parti. Bon. Donc il y a zéro problème. Et puis il y a le commerce. Le commerce, je connais bien aussi, moins bien que Sylvain, parce qu'on est moins gros, parce que je ne suis pas directement opérationnel dans la Cour d'Orgère. Mais moi, je peux vous dire exactement ce qui se passe pour la Cour d'Orgère. C'est ce que décrit Sylvain. On a refermé 7 magasins sur 9. Vous avez le droit d'ouvrir. On a le droit d'ouvrir, on est alimentaire. On a refermé 7 magasins sur 9 pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils sont dans des endroits où tous les commerces sont fermés. Donc il n'y a pas une personne dans la rue en trafic. Ça ne sert à rien d'ouvrir et de payer des collaborateurs, vendeurs, vendeuses pour ne pas faire un euro de chiffre d'affaires dans la journée parce que personne ne passe devant votre boutique. La zone de chalandise est vide. Voilà. Donc on a gardé ouvert ce qu'on pouvait. Encore, on est sympa. Le magasin de l'atelier à Quiberon et le magasin du centre-ville de Vannes parce qu'il y a encore des commerces de bouffe essentiels autour et que donc il y a encore un petit peu de trafic mais on fait 15, 20, 25% du chiffre d'affaires habituel. Hein, on a l'Internet qui explose bien sûr et tant mieux, on a refait le site, enfin on s'est donné un mal de dingue. Vous êtes tous les deux sur des produits qui peuvent se vendre en ligne. On s'est battu comme des chiens pour que le nouveau site soit en ligne dès la semaine dernière, il est plus fluide, il est mobile first, etc. Donc tout ça, ça marche et effectivement l'Internet décolle, mais ça rattrape pas du tout. Et pendant ce temps-là, vous avez votre semi-remorque de charge fixe, malgré le chômage partiel qui en plus tient pas compte de la modulation. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas indemnisé de la totalité des salaires, de la modulation du temps de travail. Nous, on est une activité très saisonnière, on fait la saison d'été et donc on fait plus travailler les gens l'été que l'hiver et donc en fait on a eu pendant le premier confinement et là pendant le deuxième en fait on a un sujet de chômage partiel qui n'indemnise pas complètement les salaires converses d'habitude parce que enfin moins que proportionnellement aux 85% parce qu'on tombe dans des périodes où généralement on fait beaucoup travailler les gens parce que c'est des périodes de commerce importantes comme Sylvain vient très bien de le dire. 35% de chiffre d'affaires en 2 mois. Et vous avez les loyers qui sont comme le semi-remorque de coût fixe qui sont dans la descente et donc on est reparti comme en 40. Alors la Cour d'Orgère a de la chance, Kousmiti aussi, on a des actionnaires solides, il y a des gens qui sont lucides, tout le monde se bat, etc. Mais le commerçant de détail qui est paumé tout seul dans son coin, qui a même pas de site internet, à qui Bruno Le Maire dit je vais t'aider à faire ta transition numérique à 500 balles d'aide, parce que ça fait un tiers du coût. Mais expliquez-moi comment un commerçant fait sa transition numérique pour 1500 €. C'est n'importe quoi. Ça coûte beaucoup plus cher que ça et surtout ça prend des années, parce que même si vous avez dépensé 1500 € au rabais pour vous faire un site avec le minimum de fonctionnalités commerciales, transactionnelles pour vendre vos produits, comment vous organisez votre référencement, comment vous développez votre contenu, etc. Tout ça, c'est du travail de longue haleine. Donc tant mieux si ça donne une impulsion, mais ça ne répond pas du tout à l'urgence que Sylvain vient de décrire. Je vais revenir sur les annonces de Bruno Le Maire, enfin les annonces. On en fera davantage si c'est nécessaire, sans beaucoup de détails. Maxime Sbailly, vous nous écoutez là depuis une petite dizaine de minutes. Comment vous percevez l'ambiance dans ce studio dans lequel vous n'êtes pas et notamment ce que décrit Sylvain Aurébi, alors pas par le terme de gilet jaunisation ou pougélisation, mais simplement par le terme de ras-le-bol qui va s'exprimer de manière un petit peu bruyante de la part des commerçants et d'une classe moyenne supérieure.
Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Sylvain. Moi, je suis actuellement chez moi dans le Var. Quand je parle aux commerçants, ils ont réussi à tenir la période estivale. Le fait que le déconfinement ait lieu, ils ont eu une très bonne saison touristique qui leur a permis de donner un peu d'oxygène sur leur fonds de roulement. Mais effectivement, la période de Noël va être une période critique pour beaucoup de petits commerçants qui ont à peine le nez au-dessus de l'eau et qui ont besoin des soldes, qui ont besoin de Noël, qui ont besoin de ce passage-là pour se renflouer un petit peu et au moins continuer à voir venir sur les prochains mois, non pas pour voir à 2-3 ans, ça c'est fini, on fait plus de plans budgétaires sur 2-3 ans, on les fait vraiment à 3 mois, 6 mois maintenant, et donc il y a effectivement ce risque-là que cette période de Noël, si elle n'est pas réouverte, en tout cas si les magasins ne peuvent pas faire au moins une proportion du chiffre annuel de l'année dernière, ça fera beaucoup de dégâts, notamment chez les petits. Et moi, ce qui m'inquiète, et c'est là que je rejoins beaucoup ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai quand même l'impression que ce gouvernement a quand même le nez sur le court terme et sur la gestion purement sanitaire, en fait, de cette crise. Et dans l'équation, il faut prendre en compte... Mais c'est pas une impression, social. Maxime, c'est pas une impression, c'est la réalité. Aujourd'hui, Oui, c'est la dictature médico-technocratique des lits de réanimation. Il y a effectivement une focalisation sur le sanitaire, sur effectivement les morts du Covid. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, au contraire c'est très important, mais il faut prendre en compte dans l'équation tout le risque politique, social et économique aussi. Et ça c'est un risque qui est beaucoup plus, on va dire, pernicieux, qui est beaucoup plus profond et qui va se matérialiser petit à petit. Alors il va se matérialiser effectivement par une fronde, on la voit déjà des petits commerçants, une fronde des maires, on le voit aussi, il y a une espèce de révolte girondine en ce moment dans le pays, beaucoup de maires qui eux sont proches du terrain, qui eux voient les petits commerçants, décident par des arrêtés en fait de leur permettre de réouvrir. Et donc il y a quelque part une espèce de révolte un peu populaire au fond qui vient peut-être se recoller à celui à celle des gilets jaunes. Et donc ce risque-là, il est explosif politiquement. Et ça, j'ai bien peur que le gouvernement ne prenne pas en compte tout ça. Donc je pense qu'il faut faire très très attention à ce que les décisions d'aujourd'hui prennent en compte justement un horizon beaucoup plus long, beaucoup plus large, et pas seulement la gestion sanitaire. Il faut arriver à balancer les deux. Et j'ai quand même un peu l'impression que Bruno Le Maire essaie de porter cette voix dans le gouvernement. Il essaye. Il voulait garder les magasins ouverts, lui, au début. Il a dû s'effacer face à Olivier Véran. Alors allez-y, Jérôme Dédéan. J'ai des réactions d'auditeurs. Pour Gillette G2, la première lame soulève le poil et la deuxième le coupe. C'est le deuxième confinement. Oui. Tous les commerçants. On a des rasoirs 3 lames, 4 lames. Tout le monde s'est défoncé pour faire une saison d'été qui permettait de rattraper une partie du trou créé en mars-avril. Parfois en février. Nous, on a fermé des boutiques en février à cause du cluster morbihanais. Donc ça a démarré plus tôt. Donc on était en plein dedans. Bon. Tout le monde fait une saison de dingue. Enfin, beaucoup de commerces rattrapent, commencent à voir le bout du tunnel, se disent ça va être dur pour le PGE, on obtient la prolongation, c'est parfait. Donc il y a un peu d'espoir. Mais la situation est ultra fragile. Et là, on nous recolle un deuxième coup de massue derrière, absolument considérable. Alors que, comme l'a très bien dit Sylvain, tout le monde a fait des efforts considérables sur les protocoles sanitaires, le marquage des files d'attente, le contrôle du nombre de clients dans les magasins. Si on est capable de le faire dans une boucherie, on est capable de le faire dans n'importe quel commerce. N'importe quel commerce. Or, vous savez très bien comment ça marche, le commerce. Le commerce, il y a un effet de foule. Évidemment. Il faut un effet de foule. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est pour ça que les portes d'entrée des grands magasins sont trop petites. C'est pour qu'il y ait une espèce de tampon, pour qu'on ait l'impression que tout le monde se rue dans le magasin. Bon, c'est historique, ça date du 19e siècle, c'est la base. Et donc vous avez des quartiers dans lesquels le commerce ne tient que parce qu'il y a suffisamment de commerces diversifiés ouverts pour qu'il y ait le trafic et donc pour que tous les commerçants en profitent. Et ben, c'est exactement ça qu'on est en train de tuer. On est en train de tuer les bases du commerce. Et donc les impacts sociaux, économiques à long terme, de colère, de précarisation, de misère qui vont arriver si on ne rouvre pas, sont absolument, vont être tragiques. Il y a une réaction de trader qui m'écrit: Sylvain a raison, voilà, il faudrait confiner les gens à risque et que tous les autres puissent travailler. Et puis il y a Planète Sébastien qui me dit que la réalité du terrain, je vous confirme tout ça aussi de la même manière que ce qui vient d'être dit. Bruno Le Maire est allé plus loin. Alors il est allé plus loin dans l'ambiance, pas tellement dans les actes et dans les faits et dans les chiffres. Il y avait cette histoire de crédit d'impôt pour les bailleurs qui acceptaient de rayer 1 mois sur 3, donc un tiers finalement des loyers du 4e trimestre. On va peut-être faire du 50%, mais attention, c'est accessible aux entreprises de moins de 250 salariés. Il y a l'idée qu'on peut
peut laisser les magasins ouvrir peut-être le dimanche alors qu'ils ne pouvaient pas, qu'on pourrait étendre les horaires d'ouverture alors que ça n'était pas possible. Donc, mais c'est très il y a bien. plein de mesures super. Qu'est-ce qu'on fait des stocks, horaires d'ouverture pour les stocks, il n'y a pas le détail. Étalement des soldes. Alors il y a plein de trous dans la raquette. Les 10 000 balles d'aide, parfois c'est une aumône. Les 1500 balles d'aide, pour ceux qui ne sont pas dans les 10 000, je vous fais pas un dessin. Ça, c'est le fonds de solidarité. Donc ça c'est rien du tout. Bon, enfin, ça sert à rien. Et en fait, on voit bien qu'il y a une multiplication d'annonces de cette nature-là. Mais en fait, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut rouvrir. Voilà. Non, et puis tout le monde est d'accord pour dire que ça ne suffit pas et qu'il faudra en rajouter. Eh bien, il faudra en alors sur les loyers, là, à tous les points de vue. Non, mais les loyers et les stocks. Et très bien. Alors, le fait que les loyers, que le gouvernement prenne en charge peut-être 50% maintenant des loyers, c'est très bien. Mais évidemment, c'est pour les boîtes de moins de 250 personnes. Ouais. Moi, je me bats depuis des années pour devenir une ETI. J'ai passé les 250 personnes il y a plusieurs années. On est plus de 500 aujourd'hui. J'étais tellement fier. Mais quel con je suis! Quelle drôle d'idée de grossir en France! Quelle drôle d'idée! Tu passes les 50, boum. Tu passes les 250, reboum. Mais dans tous les pays du monde, quand vous grossissez, que vous réussissez, on vous félicite, on vous aide, on vous promeut, on vous permet on vous ouvre le monde. Et non, en France, non. On grossit, on paye plus. On est méchant. L'apprentissage est favorisé pour les boîtes de moins de 250 personnes. Moi, je n'ai pas droit à ces aides. Les loyers, c'est les boîtes de moins de 250 personnes. Je n'ai pas droit à ces aides. Moi, j'étais il y a quelques mois à l'Élysée avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Il y a le prisme du petit héros national. On était 500 boîtes au moins à l'Élysée devant Emmanuel Macron qui nous a raconté qu'il comptait sur les entreprises de taille intermédiaire pour repeupler le tissu industriel français, pour recréer de l'emploi. Il nous a dit tout ça, les yeux dans les yeux. Et aujourd'hui, non, les ETI, elles n'ont droit à rien. Mais enfin, les ETI, c'est elles qui créent l'emploi. C'est elles qui créent l'emploi. Tous ces réseaux, cette tous idée ces réseaux de commerce via des PME est une idée. Mais enfin, tous ces réseaux de commerce, Nicolas, ce ne sont pas que des petits commerçants. Moi, j'ai 85 boutiques en France. J'ai plus de 200 personnes dans mes boutiques. Et on souffre de la même façon que les autres. Et tous les commerçants, les gens qui font des vêtements, l'habillement, c'est dramatique. Le jouet. C'est dramatique. Fermer le jouet à 3 semaines de Noël, c'est criminel. Donc voilà, dans les ETI, on nous raconte, on nous enfume avec cette histoire d'ETI. Moi, je vais faire comme les petits malins. Je vais faire 2 boîtes de 250 personnes. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais c'est idiot, vous l'avouerez. Mais il vaut mieux faire 2 boîtes de 250 personnes ou 5 boîtes de 50 plutôt que d'avoir une boîte à une moindre au-dessus échelle, de 250. À une moindre échelle, on vit à la Ça m'a fait rire aussi, dit cet auditeur, la conciergerie marketing, l'aide de 500 € pour la transition numérique. Voilà. Allez-y. À une échelle plus modeste que Kousmi, la Cour d'Orgère vit exactement la même chose. Ça fait 8 ans qu'on continue à développer, qu'on a vraiment repris le taureau par les cornes pour développer la boîte. On a ouvert, nous, 7 boutiques en 8 ans. Donc on est passé de 2 à 9 boutiques. On est passé d'une cinquantaine de partenaires distributeurs partout en France à 300. Enfin, vraiment des efforts de croissance considérables. Ça s'est traduit d'ailleurs par des embauches, par de l'emploi et par de la croissance. Et en fait, on est dans le trou de la raquette. Les aides auxquelles on a droit, là, en s'arrachant, c'est 1 500 € sur le mois. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans les secteurs S1 et S1 bis. Et voilà, parce qu'on n'est pas essentiel et on n'est pas fermé par décision administrative. Ouais. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, on est alimentaire, donc on a le droit d'ouvrir. Bon. Mais 1 500 € pour le mois pour une boîte qui, dernière, faisait 1 250 000 € de chiffre d'affaires et qui prévoyait d'en faire 1 500 000 après-Covid, je ne vous fais pas un dessin sur le fait que c'est pas ça qui va changer notre vie, quoi. Bon, à vous entendre, depuis le début, c'est le gouvernement a tout faux, quand même. Je vais demander à Maxime s'il le ressent comme moi. Maxime Sbailly, par rapport à ce qu'on a dit. Que le gouvernement a tout faux, non. Je pense qu'ils sont aussi confrontés à une situation qui est très très compliquée et plein d'incertitudes, avec beaucoup d'informations contradictoires, fausses. C'est toujours compliqué d'agir dans l'incertitude. Après, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que ce gouvernement est dans une logique, en tout cas celle qui prévaut depuis 30 ans en France, qui est effectivement dans la multiplication des dispositifs, dans la multiplication des effets de seuil. Les effets de seuil, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est l'effet de seuil à 50 et à 250, c'est pour moi ce qui nous empêche d'avoir le Mittelstand allemand. C'est exactement, les Allemands font tout l'inverse. Effectivement, il n'y a pas de ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on le dit. Continuez, Maxime, continuez. Allez-y. Oui, ça fait des années qu'on le dit. Et là, je pense que c'est le moment aussi pour le gouvernement justement de changer de braquet et aussi de dire c'est le moment de flexibiliser au maximum. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il faut aussi responsabiliser les gens, les citoyens, mais les entrepreneurs. Arrêter de
enfermer, de les assommer de règles, parce qu'on est en train de parler aussi de ceux qui ferment, mais il y a ceux qui ouvrent, ceux qui sont ouverts. La liste des biens essentiels ou non essentiels qui est décrétée par l'administration, qui change tous les jours. Donc même ceux qui sont ouverts aujourd'hui sont soumis à des protocoles et à des régulations qui tombent en permanence tous les jours, qui est très très compliqué pour eux. Et donc il y a une insécurité juridique qui est liée aussi au fonctionnement de l'État et au fonctionnement de l'administration, qui devient en fait, au début l'idée était bonne, l'intention était bonne, et ça devient en fait des barrières et des empêchements au quotidien. Et ça, je pense qu'on est en train d'arriver vraiment au bout de cette logique. Et malheureusement, je ne pense pas que le gouvernement le comprenne. Quand vous parlez aussi, on parle des aides sur les loyers, on peut aussi parler sur les jeunes où on leur dit on vous met 100 € en fin de mois en prime. C'est un réflexe qui ne marche plus dans la période d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelque chose, des mécanismes qui ne sont plus efficaces et qui ne répondent pas à l'urgence d'aujourd'hui. Donc il faut revoir toute cette logique-là, et j'ai pas l'impression qu'on ait ce débat aujourd'hui en France, qu'on soit en fait dans les mauvais réflexes en permanence. Et là, on arrive au bout aussi d'un mécanisme, au bout d'une logique administrative. Et malheureusement, je n'en vois pas la fin. On arrive un peu au bout et on sent qu'on n'a pas tellement le temps de réfléchir actuellement au niveau de Bercy. Allez-y, Jérôme Dédéian, on a 1 minute 15, on marque une pause. Un point qui est fondamental pour le libéral que je suis, qui est celui de la libre concurrence. L'absence de proportionnalité des aides à la taille des boîtes. C'est exactement ça qu'on vit en ce moment. 1500 balles pour une boîte de 1 250 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est une aumône. Ça va peut-être sauver le commerçant unique dans son coin pour l'aider à passer le mois, mais ça ne fait pas le boulot pour ceux qui se sont donné les efforts de croître. Voilà. Donc cette absence de proportionnalité est une machine à faire de la distorsion de concurrence. Elle est fondée sur un principe d'irresponsabilité. Au lieu de responsabiliser les gens, comme ça vient très bien d'être dit, on est en train d'essayer de tout régenter dans le détail avec la liste du pyjama. Enfin, j'ai vu Michel-Édouard Leclerc, je l'aime pas beaucoup, mais fondamentalement, quand il explique que dans la liste des trucs essentiels, il y a le pyjama taille 2 ans, alors que le pyjama taille 3 ans n'est pas essentiel, je marche sur la tête. Ce décret, c'est à se taper la tête. Et pendant ce temps-là, ce qui est très choquant, c'est qu'on nous dit que l'État va regarder comment il peut recapitaliser massivement Air France et Renault. Oui. D'accord ? Et donc, il y a vraiment un sentiment d'injustice à cause de cette non-proportionnalité des mesures gouvernementales qui tiennent compte de la taille des entreprises. Et ça, c'est très préoccupant. Vous réagirez dans un instant, Sylvain Aurébi. Parmi les trucs ubuesques des non-essentiels et essentiels, si vous allez à la Fnac, vous savez, le rayon bouquin, il est fermé. Oui, mais depuis le Caïco là, qui ferme le rayon bouquin, vous prenez votre téléphone et vous achetez en e-commerce le bouquin que vous voyez à 1,50 m et vous attendez 1 heure qu'il soit disponible en click and collect. Bon, allez, on se retrouve dans un instant.